Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, d'abord on va vous parler d'un univers au-delà du réel et d'une belle bataille qui agite les géants du numérique et pas que. Le métavers, c'est quoi exactement? Définition évidemment à suivre. Jeanne Dreyfus est avec nous aujourd'hui. Jeanne, tu as forcément une idée derrière la tech parce que tu reviens de Venise et sa biennale. Bah oui, je viens de rentrer donc, de cet événement qui était supposé avoir lieu en 2020, qui ensuite a été repoussé en 2021, jusqu'au moment où ça a été décalé à 2022 à cause tout ça, du Covid. Et donc, j'en reviens. Et finalement, on a de la chance parce que tu vas pouvoir nous dire ce que tu as vu sur place et nous entraîner dans tes enquêtes de l'art. La question du jour, Web3, NFT et crypto ou encore, justement, métavers, des évolutions qui redéfinissent les paradigmes tech et qui préfigurent le numérique de demain. Oui, mais comment s'en emparer dès aujourd'hui? Et surtout, qu'en attendent les 18-25 ans, celles et ceux qui vont faire son succès ou pas d'ailleurs? On essaie d'y voir plus clair avec Emmanuel Berne. Emmanuel, vous êtes chargé d'études pour l'agence Even. Vous publiez justement depuis quelques semaines une étude sur les early adopters du Web3. Tout à fait. Et avec nous en duplex, David Julien Ramil. David, vous êtes chef de rubrique et journaliste pour l'ADN. Vous scrutez ces tendances et ces évolutions de très près. Vous nous direz ce que vous en pensez. Mais d'abord, focus. Et c'est assurément un des très gros mots de la tech en ce moment, le métavers qui déchaîne littéralement les passions. Vous le savez, on vous en parle souvent ici dans l'école du futur, entre experts de l'immersion et surtout contradicteurs des plateformes. Édouard Denuot essaie de nous aider à y voir un tout petit peu plus clair. Bienvenue dans le monde de demain. Mais avant d'entrer dans le métavers, petit point étymologique. Méta vient du grec et signifie au-delà et vers désigne le mot univers. Un métavers est donc un univers au-delà du monde réel, un univers virtuel. L'idée est apparue dans les romans de science-fiction dès la fin des années 60 et le terme est utilisé pour la première fois par Neil Stephenson dans son roman Snow Crash en 1992. Un métavers est un environnement virtuel où les personnes peuvent interagir socialement et économiquement en utilisant des technologies avancées telles que la blockchain, les casques de VR, la crypto-monnaie ou encore les NFT. C'est la convergence des mondes physiques, augmentés et virtuels dans un espace en ligne. Aujourd'hui, le métavers est vu par de nombreux experts comme la prochaine grande révolution d'Internet. La description du métavers est large. Beaucoup estiment que les mondes numériques de Roblox, Minecraft ou Fortnite qui permettent à des joueurs de se rassembler dans des univers en 2D sont des métavers. Second Life, une plateforme sociale et de jeu, est considérée comme le tout premier métavers. Le mot métavers est arrivé aux oreilles du grand public après la vidéo de présentation de Meta par Mark Zuckerberg. Dans cette vidéo, il expliquait qu'au lieu de simplement regarder du contenu, vous êtes justement dans ce contenu. Vous êtes présent dans des endroits avec d'autres personnes et vous pouvez assister à des réunions de travail ou des concerts virtuels. Si le métavers n'est pas pour tout de suite, il se pourrait bien que dans quelques années, vous soyez présent dans deux mondes distincts, l'un réel et l'autre virtuel. Le métavers sur lequel on va très largement revenir justement au cours de notre débat du jour. Justement, Web3 cherche Gen Z. On ouvre notre talk. Et le numérique de demain passera par la façon dont les 18-25 ans, la Gen Z va justement s'en emparer, va le modifier ou pas, parce que cette génération, elle sera plus que jamais utilisatrice du numérique, mais aussi citoyenne du digital. Emmanuel Berne, vous êtes à nos côtés, puisque vous publiez avec l'agence Even cette étude sur les early adopters du Web3, ce qu'ils en attendent justement. S'il fallait trouver un slogan pour ce web de demain, ce serait lequel ? Alors, je travaille dans une agence de publicité, mais ça tombe bien. Ah non, trouver un slogan en 2 secondes. Par contre, si on doit définir ce qui est le Web 3 ou ce qui est le Web de demain, finalement, je pense qu'il faut avoir une approche duale. C'est-à-dire qu'il faut à la fois réfléchir à comment va évoluer la technologie et face à cette technologie, comment les usages des utilisateurs vont évoluer. Alors, la première des choses qu'on peut avoir comme réflexion, c'est se dire comment va évoluer donc cette technologie. Je pense que le web va être toujours de plus en plus présent, omniprésent dans nos vies, auprès des early adopters bien sûr, mais auprès finalement de tous les utilisateurs.
c'est la diffusion des satellites qui vont diffuser donc Internet partout dans le monde. C'est la connectivité accrue de l'ensemble des objets du quotidien. Et c'est des technologies aussi de plus en plus immersives lorsqu'on va notamment porter un casque VR et bientôt demain, des lentilles ou autre chose. Donc ça, il y a cette partie technologique. Et la deuxième partie, c'est du côté des utilisateurs. Comment les utilisateurs vont s'emparer du futur web. Et là, c'est vrai que c'est très intéressant de regarder tout particulièrement les usages des plus jeunes. Alors là, on va parler surtout des 18-25 ans, c'est le cœur de notre étude. Mais nous, à l'agence Seven, on aime beaucoup aussi regarder même un peu en dessous, dès les moins de 13 ans. Comment les moins de 13 ans s'emparent des nouveaux outils et s'emparent aussi donc des nouvelles technologies. Et sans rentrer trop dans les détails du Web3, parmi les convictions qu'on a, il y a notamment le fait que le Web3 sera plus communautaire. Voilà. Plus communautaire, peut-être plus transparent. On va le voir dans un instant. Mais d'abord, David Julien Ramil, vous êtes chef de rubrique et journaliste à l'ADN. Ces tendances, ce numérique de demain, vous essayez déjà de le décrypter aujourd'hui. S'il fallait trouver un slogan pour ce Web3, ces évolutions technologiques, ce serait lequel pour vous ? Alors c'est vrai qu'on s'est un petit peu penché sur la question et on s'est dit qu'après si c'est gratuit, c'est toi le produit qui a pas mal défini le Web 2.0, le Web 2. Moi, je pense que le bon slogan, ça pourrait être tout est payant et c'est toi qui vends. Dans le sens où, concrètement, on arrive à une nouvelle forme d'Internet, une nouvelle forme d'interaction où tout est quasiment financiarisé. Au lieu d'avoir des espèces de grosses plateformes centrales au sein duquel les utilisateurs vont pouvoir interagir. Le principe de base du Web3, c'est de se dire que tout le monde est au même niveau, que les plateformes sociales sont remplacées par des espèces de micro-communautés qui interagissent les unes avec les autres et qui vont mettre de l'argent dans leur projet pour le faire avancer de manière commune. Mais on a aussi des logiques d'achat et de vente d'objets numériques, d'objets virtuels, qui sont qui sont produits par des utilisateurs et qui sont vendus à d'autres utilisateurs à des fins souvent spéculatives. Donc l'idée, c'est vraiment dans ce nouveau web de se dire que sur Internet, tout va se vendre. Mes compétences vont pouvoir se vendre, mes compétences en tant que créateur de contenu, en tant que créateur d'objets virtuels vont pouvoir se vendre. Il y aura des gens en face qui vont les acheter et qui vont les collectionner, éventuellement vouloir les revendre plus cher plus tard. C'est un peu comme ça que se dessine ce nouveau web. Et oui, parce que ce qui est intéressant, c'est de se dire que cette évolution du Web 3, c'est pas juste une suite logique du Web 1.0, 2.0, mais ce Web 3 en lui-même redéfinit les règles de la monétisation en ligne. Alors, vous le disiez, David Julien, en effet, on a coutume de dire, en tout cas sur le Web 2 tel qu'on le connaît aujourd'hui, que... quand c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit, parce qu'on joue sur la publicité, sur des plateformes qui vont justement aller chercher nos données, les cibler, les targeter pour pouvoir les revendre justement à des annonceurs. Jusque-là, c'est un modèle de monétisation relativement simple, sauf que sur le Web 3, Emmanuel, on change de paradigme. Alors tout à fait. Je pense que ce qui peut être le plus éclairant pour définir ce qu'est l'expérience du Web3, c'est de se rendre compte qu'il y a un changement de connexion au web. Sur le Web 2, quand on va s'inscrire à un nouveau service, souvent on va avoir des social logins, type Facebook, Google, etc. Finalement, on va donner notre identité pour pouvoir accéder à un service. Avec le Web3, il y a un changement complet dans l'expérience. Pour se connecter à de nombreux services sur le Web3, on va connecter son portefeuille, voilà, son wallet. C'est par exemple un service type MetaMask. Pour pouvoir accéder à certains services, donc on va devoir se connecter son portefeuille directement. Et si on connecte son portefeuille, ça a un côté, d'une certaine façon, on ne connecte plus son identité personnelle, ses données personnelles, mais par contre, on connecte le fait qu'on a de l'argent, notamment en crypto. Et ça change énormément. Et c'est ça qui est aussi très déroutant quand on se connecte à des services du Web3, c'est que souvent on est bloqué, enfin les utilisateurs lambda sont bloqués parce qu'ils n'ont pas de wallet à disposition pour pouvoir se connecter. Donc ça veut dire que d'une part, il faut aussi, j'imagine, attendre un âge légal pour pouvoir se constituer son wallet, son portefeuille en crypto-monnaie. Mais pour être très clair, on monétise quoi et comment ? Alors, tout d'une certaine manière, tout le Web3, c'est aussi pour beaucoup la partie bien virtuelle. Donc le Web3 a cette
cette constituante-là très forte des biens virtuels, que ça soit des NFT, tout ce qui peut se vendre finalement, enfin tout ce qui peut être vendu de façon numérique. Après, on peut éventuellement concevoir des plateformes marchandes qui vont juste être sur lesquelles on va pouvoir dépenser des cryptos, et on va pouvoir considérer aussi que c'est du Web 3. Donc on peut aussi acheter des biens réels. Voilà. Et dans votre étude, Emmanuel, 77% des 18-25 ans que vous avez interrogés sont convaincus que l'avenir du numérique, ça passe par le Web 3. David, Julien, ça veut dire quoi que ce Web 3, c'est aussi un anti-Web 2 quelque part du point de vue des dérives auxquelles on a pu assister, notamment ces dernières saisons, entre le cyberharcèlement, entre les fake news, les fausses nouvelles, des détournements de nos vies privées aussi parfois. Dans ce Web 3, on veut aussi célébrer un Web peut-être plus éthique, quelque part, plus transparent. Alors j'aimerais beaucoup apporter cette bonne nouvelle. Malheureusement, je crois que pour l'instant, on n'y est pas encore du tout. À mon sens, le Web 3 tel qu'il est en train de se dessiner, c'est une forme de c'est un nouveau territoire, c'est un nouveau Far West, un peu à la manière dont le Web 2 pouvait l'être, on va dire à la fin des années 90, début des années 2000, enfin mi-courant des années 2000. C'est-à-dire que c'est un endroit où, pour l'instant, il est très courant de se faire arnaquer, de se faire avoir. Il y a beaucoup de gens qui, par exemple, pensent acheter des NFT et qui, en fait, se rendent compte qu'ils achètent un crypto-actif qui ne vaut quasiment rien, dont le prix a été, par exemple, gonflé artificiellement en passant par différents portefeuilles des personnes qui l'ont créé. Sur Roblox, c'est un exemple de plateforme de type métaverse qui ne fonctionne pas forcément avec des NFT, mais dont le principe reste un peu le même, où on peut échanger des objets virtuels. L'un des sports préférés sur Roblox, où il y a beaucoup d'ados qui sont présents, c'est de s'arnaquer les uns les autres, c'est de faire semblant d'échanger quelque chose et de piquer des items à son petit camarade. Donc, si on parle d'éthique, pour l'instant, le Web 3, je pense qu'on n'y est pas encore. À mon avis, on est plus vraiment dans une phase où il y a des gens qui mettent beaucoup d'argent, où c'est un peu la folie, où il y a une énorme bulle spéculative et où, on va dire, on est un peu dans l'ordre du tout et n'importe quoi. Il n'y a pas encore vraiment de grosses formes de régulation. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on entende parler de vol, de crypto, de vol d'argent. Et en ce qui concerne, on va dire, les campagnes de harcèlement, de cyberharcèlement ou même de captation de données, là, on est sur des logiques qui sont un peu différentes. Comme disait Emmanuel, effectivement, on est plus sur des données numériques qui nous définissent, mais on est sur un portefeuille de crypto. Donc déjà, voilà, ça change un petit peu la donne là-dessus. Après, on parlera tout à l'heure un peu des métaverses. On a déjà des affaires de harcèlement, des affaires on a des problèmes qui existent déjà sur ces métaverses. Et on va dire que les problèmes de modération, ils sont déjà très très forts. Les problématiques de modération sont déjà très fortes sur les plateformes sociales qu'on connaît, comme Facebook, TikTok, Instagram. Elles le seront d'autant plus sur les nouvelles plateformes du Web 3. Et pourtant, Emmanuel, quand on lit justement cette enquête, cette étude qui est allée auditer les 18-25 ans quant à leur conception du Web 3, ce qu'il dit, c'est que ce Web 3, c'est quelque part pour eux une façon de lutter contre les dérives, encore une fois, du Web 2.0 tel qu'on connaît aujourd'hui, essentiellement sur le harcèlement en ligne, sur l'attaque de la privacy et des données personnelles. Est-ce qu'ils sont peut-être un petit peu trop... Est-ce qu'ils ont trop d'espoir? Parce que ce que nous dit David Julien, c'est qu'a priori, pour l'instant, on n'est pas encore là. Non, je souscris complètement aux propos de David Julien. Il faut prendre beaucoup de distance par rapport à toutes les promesses du Web 3 et se rendre compte que c'est un processus qui est en cours de progression. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'écueils qui sont rencontrés par les utilisateurs du Web 3. Alors, notre étude a surtout montré une espérance plutôt qu'une réalité des usages. Par rapport au harcèlement, il y a cette envie d'aller sur des plateformes sur lesquelles on va se retrouver un peu entre nous. Ce qui n'est pas, ce qui est déjà un problème du Web 2 finalement. Hein. La polarisation, c'est un vrai sujet politique aujourd'hui. La polarisation sur les réseaux sociaux, il est
probable que le Web3 ne résolve pas ce sujet-là, mais ils se disent, les répondants nous ont dit, voilà, on a envie d'être dans des communautés où on va se sentir plus à l'aise. Donc il y a ce problème-là. Je ne suis pas sûr que le Web3 apporte des solutions idéales. Néanmoins, il va se constituer des communautés dans lesquelles, des safe places, voilà, où les gens vont se retrouver, les utilisateurs vont se retrouver. Voilà sur ce point. Sur un point, pour rebondir sur ce que disait David Julien, peut-être le point le plus marquant, en tout cas pour moi, c'est sur le premier métaverse de Meta, c'est Horizon World, qui est donc un univers virtuel. Et il y a eu une utilisatrice qui a porté plainte, en tout cas qui s'est exclamée avoir rencontré des problèmes parce qu'on avait touché son avatar alors qu'elle ne le voulait pas. Ouais. On parle d'un avatar, donc il n'y a pas de relation physique, et néanmoins ça l'a dérangée. Et les responsables de Meta se sont excusés. Il faut bien prendre conscience de ça. C'est pas parce que c'est dans le virtuel qu'on n'a pas un impact psychologique réel qui peut se cristalliser à partir de notre expérience dans les mondes virtuels. Et ça, je pense que c'est des choses toutes nouvelles qui vont se dévoiler au fur et à mesure du développement des usages. Alors justement, vous commencez à aborder le sujet. Je voulais d'abord qu'on aille sur les cryptos et les NFT, mais c'est pas grave. Vous voyez, toutes ces évolutions finalement technologiques, toutes ces briques numériques sont véritablement enchevêtrées dans le Web3. On va du coup aller plutôt sur la question de nos fusions, la question de la fusion de nos identités physiques et numériques, puisque, vous le disiez, ce fait divers sur une agression supposée dans le métavers de Meta, anciennement Facebook, Horizon World, a beaucoup fait parler d'elle. David Julien, je crois que vous avez enquêté dessus, et finalement, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Oui, en fait, cette histoire de harcèlement, alors effectivement, comme le dit Emmanuel, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Quand on est dans un milieu virtuel, donc on a un casque de réalité virtuelle sur les yeux, on est véritablement immergé dans un monde qui n'existe pas, mais qui est totalement virtuel. On trompe notre cerveau, on trompe nos sens. Donc, ce qui arrive dans ces univers virtuels, ça peut avoir effectivement un véritable impact. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, cette femme a été concrètement trollée. C'est-à-dire qu'en fait, on a des utilisateurs qui sont sur cette plateforme Meta, qui sont là avec un esprit pas forcément ultra bienveillant, qui sont un peu là pour tester les limites de la modération et pour titiller un petit peu le côté politiquement correct de cette plateforme. Il faut savoir qu'avant Horizon World, on a une autre plateforme de réalité virtuelle qui existe déjà, qui s'appelle VRChat, qui est beaucoup moins connue, qui a eu beaucoup moins de publicité, mais qui est néanmoins extrêmement utilisée par vraiment tous les passionnés de la réalité virtuelle. Et c'est un endroit où il y a beaucoup moins de régulation, beaucoup moins de surveillance, et où les internautes forment aussi différentes communautés et sont plus libres d'expérimenter, de jouer avec la réalité virtuelle. Donc c'est un univers sur lequel les gens vont se rencontrer, vont prendre plusieurs avatars, certains sont très bien faits, d'autres sont très rigolos, sont là pour vraiment amuser la galerie, et il y a aussi des plaisantins qui arrivent et qui vont avoir des avatars par exemple qui vont hurler et qui vont faire littéralement exploser les enceintes, ou qui vont créer des flashs lumineux pour pouvoir éventuellement provoquer des crises d'épilepsie. Alors c'est pas très sympa, mais c'est une nouvelle forme de trolling. Ça veut pas dire que c'est comme ça tout le temps, hein, bien sûr, mais on va dire que c'est sur cette plateforme VRChat, on a l'habitude de voir ce genre de choses, et il y a des outils qui permettent d'éviter ce genre de rencontres, qui permet par exemple d'éloigner les avatars de gens qui sont un petit peu trop entreprenants. Je pense que c'est des outils que Meta va forcément mettre en place sur sa plateforme. Ceci étant dit, les utilisateurs de VRChat, ils ont ce côté libertaire, ce côté très libre, et ils voient d'un assez mauvais œil l'arrivée de Meta et de Facebook sur leur plate-bande, parce qu'ils se disent « oulala, Facebook, gros réseau social, eux ce qu'ils veulent c'est juste installer des trucs, mettre des règles partout et surtout blinder de publicité. Et nous, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Il n'y a pas vraiment de publicité sur VRChat. Les utilisateurs se payent entre eux via notamment Patreon et ça fonctionne très bien comme ça. Et je pense que ils ont l'impression de voir arriver une espèce d'œuvre civilisatrice sur leur petit univers de Far West. D'où peut-être cette histoire de harcèlement qui a été un peu montée en épingle par les médias et qui, à mon avis, a fait énormément rire les gens qui sont dans VRChat. Alors, d'une part, troller n'est pas joué, mais surtout,
En effet, on voit bien que ce sont plusieurs conceptions même du Web3, des métavers, de la monétisation de ces univers et même de la politisation et des règles du jeu à mettre en place qui sont en train de s'affronter. On suspend l'espace d'un instant notre discussion. On y revient dans un instant, mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est Cheryl Jessica Hyssen qui a rassemblé ce zap aujourd'hui pour nous. Una figurina che servono gli animali sono in edicola con tante novità. Vi siamo, vi gioco nell'indiano, pizzati di noi. Triathlon, Reatori Trentos, super. Et on est de retour évidemment sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie d'Emmanuel Berne. Emmanuel, vous êtes chargé d'études pour l'agence Even. Vous publiez cette enquête passionnante sur les desiderata, les espoirs et aussi les interrogations de la Gen Z quant aux évolutions à venir pour les technologies, le Web3, les NFT, les cryptos, les métavers. David Julien Ramil, vous êtes avec nous en duplex. Vous êtes toujours journaliste pour l'ADN, l'excellent titre s'il en est. Et vous vous intéressez justement à ces changements sociétaux, politiques, numériques, environnementaux. On y revient avec vous dans un instant. Mais d'abord, Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech, et pas que. Une grande idée même parce que tu nous emmènes en voyage. On part avec toi, tiens, un peu loin, à Venise, parce que c'est enfin la Biennale 2022. Exactement, Biennale de Venise qui a mis donc quelques années de Covid pour être effectivement inaugurée. La Biennale de Venise et l'inauguration, c'est un moment absolument magique à Venise. Hein. C'est le festival de Cannes de l'art contemporain. C'est une débauche de cocktail party où on commence en fait comme ça à boire des cocktails, si on voit la vidéo, dans des magnifiques palais vénitiens jusqu'à terminer comme ça à l'aéroport, couché sur le spritz qu'on a acheté moitié prix dans le duty free de l'aéroport de Saint-Marc, à côté d'un tas de prospectus d'expositions qu'on ne lira
jamais, qui dépasse à eux seuls les 200 grammes autorisés par la compagnie low cost qu'on a prise. Heureusement qu'ils ne pèsent pas le poids des souvenirs ou le poids des images, car la Biennale, c'est donc tout Venise qui est envahi par l'art, 200 artistes, plus de 200 artistes rien que dans le programme officiel, avec 1400 objets, 58 pays distribués entre les pavillons nationaux et l'Arsenal qui accueille une exposition monumentale qui veut prendre le pouls de l'art. Alors l'esprit de ça consommer avec modération, mais l'art, non. Ça, on peut se jeter à corps perdu dedans. Qu'est-ce qu'on voit justement à la Biennale et à l'Arsenal? Eh bien, à l'Arsenal, il y a une exposition principale donc, qui est organisée par une commissaire d'exposition italienne, Cecilia Alemani, qui entend représenter donc, les tendances les plus actuelles de l'art, chose qui peut paraître un peu étonnante quand on pense au titre de l'exposition, qui s'appelle donc Le lait des rêves, Milk of the Dreams, qui fait appel au surréalisme des œuvres que l'exposition montre, mais surréalisme vu à travers un prisme féminin, donc ce titre lui-même, il est emprunté à Leonora Carrington, une artiste d'origine anglaise, surréaliste, qui peint énormément le féminin à travers parfois une façon fascinante, parfois le féminin est rassurant, parfois menaçant. Cette artiste surréaliste, donc elle a peint, mais elle a aussi écrit. Elle est connue pour son féminisme. On se souvient d'un de ses livres dans lequel un de ses personnages dit « Il est impossible de comprendre comment des millions et des millions de personnes obéissent à une collection maladive de messieurs qui s'appelle eux-mêmes gouvernement. » Ce mot « gouvernement », je suppose, effraie les gens. C'est une forme d'hypnose planétaire. Une hypnose planétaire dans cette exposition et essaie de nous sortir quelque part. Une exposition, en effet, qui est féministe, qui veut changer un petit peu la donne. Pour une fois, on dépasse quasiment, si mes calculs sont bons, les 2/3 d'artistes féministes, d'artistes femmes, pas forcément féministes, mais en tout cas femmes, et qui sont donc représentées largement dans cette exposition officielle. Féminité qui aussi est suivie à travers le concept de la figure du cyborg, que la commissaire d'exposition nous amène à comprendre d'un point de vue donc féminin. Alors, cyborg, justement, dans l'art, on a déjà exploré cette notion avec toi, mais est-ce que tu peux nous rafraîchir les idées? Tout à fait. Cyborg, c'est un mot parapluie. On n'arrête pas d'avoir des mots parapluie entre le métavers et le cyborg. Le cyborg, donc, ça vient de cybernétique et organisme. C'est un mot qui a déjà quelques décennies. C'est pas un robot, le cyborg. C'est un être humain augmenté par la technologie. Et en fait, l'exposition de l'Arsenal décide de faire une archéologie, de retracer une archéologie de ce concept-là, de nous repasser en fait au début du XXe siècle à travers notamment les collages d'une artiste dada qui s'appelle Anna Hock, qui va utiliser donc des collages justement pour représenter l'hybridation des corps qui existent à l'époque, donc au début du XXe siècle, le début de la mécanisation folle du monde, jusqu'au pop art avec une artiste autrichienne, Kiki Kogelnik, qui a refusé dans les années 60 cette espèce d'assignation qu'on lui proposait, soit d'être cantonnée du côté de la pin-up, soit d'être cantonnée du côté de la mer, et qui a peint des corps éclatés qui sont moins mannequins de boutique que des mécanismes gays et des mécanismes puissants qui nous font penser à cette phrase de la penseuse de ce concept de cyborg qui s'appelle Donna Haraway, dont on se souvient d'une phrase célèbre qui dit « I want to be a cyborg, not a princess ». Je veux être un cyborg, pas une princesse. Et c'est justement cette pensée de Donna Haraway qui résonne particulièrement aujourd'hui, peut-être même demain. Mais écoutez, oui, en fait, cette hybridité qui se sent à travers cette figure du cyborg, elle est pensée donc d'une façon hyper visionnaire et pionnière par Donna Haraway dans les années 80, qui est la voix quand même de toute une génération qui va prévoir comme ça avec ce concept hybride l'idée du post-humain, l'idée de la post-nature, c'est-à-dire qu'elle va penser donc des croisements entre hommes et technologie qu'on peut voir dans cette exposition de Venise à travers les œuvres de Tishan Su, artiste coréen, qui nous montre des écrans qui sont croisés avec des individus, ou donc des croisements de genre qui nous amènent donc à un être
post-genre qu'on voyait à travers les collages de Hannah Hock, ou enfin jusqu'à des croisements, pourquoi pas imaginer des croisements de génomes, hein, parce que en fait on parvient presque à des figures mythologiques dans l'exposition du pavillon danois, qui a été l'œuvre de l'artiste Uffe Isolotto, qui nous montre des êtres hybrides et des centaures, qui sont donc ces espèces de chimères de l'Antiquité qui pourraient potentiellement, qui sait, hein, être des êtres de demain, peut-être d'après-demain, si on croisait les génomes. Mais elle nous montre une vision, cette artiste nous montre une vision un petit peu, elle nous met en alerte en nous montrant ces centaures, ces objets hybrides qui sont un peu allés jusqu'à leur autodestruction. Il y en a même un qui a fini par se pendre, pauvre centaure. Mais c'est atroce ce que tu nous racontes là. Mais ceci dit, ton lapsus était assez vrai parce qu'on a presque l'impression d'avoir lieu à des œuvres, des UFO, des œuvres pas tout à fait volantes, mais en tout cas non identifiées, non identifiables. C'est intéressant ce qu'on voit en ce moment se dérouler à la Biennale de Venise. On imagine aussi que pour le coup, les artistes et les exposants n'avaient que le mot de NFT sur les lèvres. Commencer à regarder ce qui se passe dans cette réappropriation des univers. Dans l'art, c'est important, Emmanuel Berne, pour se dire aussi quelles vont être les aspirations et les inspirations pour les métavers, et là je le dis vraiment au pluriel, à venir. Je trouvais ça très intéressant de faire le parallèle entre ce que vous avez vu à la Biennale de Venise et ce qu'on voit aussi dans les métaverses. Finalement, ces objets un peu hybrides, ces chimères, ces cyborgs, ça ressemble beaucoup, je trouve, aux différents avatars qu'on va pouvoir retrouver, évoluer dans les métavers. Donc je pense que peut-être les deux se nourrissent forcément, l'un et l'autre, technologie et art, forcément c'est un peu lié. Oui, je pense qu'il y a un lien, quoi. Il y a un lien entre ça. Et pour répondre à votre question sur les métaverses, je pense que c'est bien que vous ayez utilisé le pluriel, de parler des métaverses plutôt que du métaverse, parce que en fait, il y a plein de formes possibles de métaverse et d'environnements virtuels qui vont pouvoir se développer. Et le métaverse, finalement, c'est une vision, c'est une perspective d'unification, d'interopérabilité qui est portée par certains acteurs type Meta, mais dont on est encore très loin. David Julien, je reviens vous chercher puisque vous êtes toujours en duplex depuis la rédaction de l'ADN avec nous aujourd'hui. On entend ce voyage au travers de la Biennale opérée par Jeanne. On comprend aussi que ces inspirations, encore une fois, ces aspirations artistiques peuvent aussi nous aider à peut-être avoir des pistes sur l'avenir des métavers, de nos identités aussi, de ces fusions d'identités à la fois numériques, à la fois réelles, à la fois quasiment cyborg. Oui, moi, ce que j'aime bien dans cette idée, déjà, ça m'a évoqué deux choses. C'est que on parle beaucoup de mutation et d'hybridation. Ce dont on n'a pas encore idée, mais c'est un sujet sur lequel on est en train de se pencher, c'est aussi l'hybridation de l'art avec les intelligences artificielles, notamment. Le fait que maintenant, l'artiste ne sera pas tout seul à créer une œuvre, mais va utiliser des IA très puissantes pour pouvoir générer des œuvres qu'aucun humain n'aurait pensé faire. Donc déjà, ça, il y a un premier stade comme ça qui je trouve, assez intéressant. On est presque dans une fusion artistique homme-machine. Et c'est aussi intéressant de se pencher, je trouve, sur la manière dont le marché de l'art fonctionne. Parce qu'on a souvent critiqué un peu ce marché en disant que ce n'est pas vraiment la valeur technique d'une œuvre qui lui donne sa valeur, mais plus... on va dire la hype à laquelle on peut accoler son artiste. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on peut vraiment retranscrire sur les NFT. Par exemple, les projets NFT, on va dire, qui vont soulever le plus d'enthousiasme, c'est pas forcément les plus beaux ou les plus avancés techniquement, mais plus ceux où, on va dire, des personnalités influentes ont mis le plus d'argent. Donc déjà, ça rabaisse un peu malheureusement le côté artistique de la chose. Et je trouve que si on relie ça au métaverse, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il faut se dire que dans cette manière de créer son propre avatar et de lui attribuer des items, des objets virtuels qui sont plus ou moins rares, il y a vraiment une logique de cours de récréation, je trouve, qui est vraiment très très forte. Dans les cours de récré de collège ou d'école, celui qui a les baskets les plus récentes et les plus chères, c'est un peu le king, en fait, c'est un peu le roi de la cour de récré. Dans le métaverse, c'est un peu dans cette même logique-là qu'on se retrouve. Celui qui va avoir l'avatar le plus cool, celui qui aura les items les plus rares, qui vont coûter le plus de crypto,
ce sera un peu aussi en quelque sorte le chef du métaverse, quoi. Donc je trouve qu'il y a plein de petits parallèles comme ça intéressants à tracer. Absolument, on y revient dans un instant. Carton plein, Jeanne, pour ton voyage à la Biennale et à Venise. On va revenir avec toi notamment sur la question des NFT avec Emmanuel et avec David Dujlien, bien évidemment. Le Web3 préfigure-t-il un numérique plus éthique, plus communautaire? On a vu que peut-être pas tout à fait, mais en tout cas, on va essayer de comprendre comment construire un métavers sans passer par la case OPA des géants de la tech. Et on reprend donc notre talk. En effet, c'est un peu la définition qu'on essayait d'induire il y a encore un instant. Comment est-ce qu'on évite une OPA inamicale des géants de la tech sur le concept même de métavers? On le voyait dans notre gros mot de la tech en ouverture d'émission. Finalement, aujourd'hui, ce métavers unifié, interopérable, il est beaucoup trusté par l'ancien Facebook, nouvellement Meta, qui a vraiment marqué, avec ses 4 lettres, son emprise sur le sujet. Et on voit à côté des métavers plus militants pointer le bout de leurs univers sur le Web3. On va vers un affrontement quasiment philosophique de la conception même de ces univers immersifs, Emmanuel. Alors effectivement, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de l'appropriation qui est faite par Facebook sur l'environnement métaverse en s'appelant Meta. Si on utilise le terme Meta dans son nom, évidemment, il y a une association qui est immédiate et qui va être, je pense, assez contre-productive sur le développement des autres métaverses et l'utilisation, le développement aussi de l'usage de ce terme-là. Après, aujourd'hui, on est dans une grande dynamique. Ce dont on a parlé, les NFT, les cryptos, les métaverses, on parlera probablement des DAO. Tout ça, ça crée une émulation technologique extrêmement forte qui fait qu'il y a beaucoup de fonds qui affluent vers des initiatives, vers des nouvelles startups. Et si on parle de Web3, on parle de Web3 en termes d'usage, mais aussi on parle de nouvelle économie du web derrière. Et là, il y a vraiment des nouveaux acteurs qui réussissent à faire des grandes levées de fonds, qui réussissent à avoir un impact très fort sur l'univers médiatique. Et même, enfin là, on peut en parler peut-être, mais pendant le Super Bowl, il y avait des publicités pour des acteurs de la crypto. Donc, c'est pas du tout anodin. Et ça montre bien qu'il y a une puissance financière qui est à l'œuvre pour aussi essayer de déstabiliser les plateformes actuelles. Mais bien sûr, les plateformes actuelles n'ont pas trop envie de se faire déloger. Donc voilà, on se retrouve avec une forme de confrontation. Qui sera le gagnant? On verra. Ça va être passionnant. David Julien, est-ce que finalement, dans le Web3 et le métavers, il faut faire comme dans la vie réelle, follow the money? Dis-nous d'où tu tiens en tout cas ta monétisation. On te dira quel est le business model et quelle est l'implication qui en découle. Oui, je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire que la monétisation, elle est vraiment en train de devenir un élément central à la fois pour le Web3, mais aussi pour les plateformes de Web2 qui sont, mine de rien, dominantes pour le moment. Moi, j'ai vraiment comme exemple actuellement de plateformes comme TikTok, comme même Instagram l'envisage, comme Twitch, qui sont en train de développer des systèmes de monétisation quasiment directe entre les utilisateurs. Alors, c'est assez particulier parce qu'il faut voir que ce serait des revenus complémentaires pour les utilisateurs, enfin pour les créateurs de contenu, mais aussi bien sûr pour les plateformes. L'idée étant de, on va dire, proposer aux utilisateurs, donc aux consommateurs classiques, de rémunérer les créateurs de contenu. Donc pour les rémunérer, plutôt que de leur donner de l'argent directement, comme c'est déjà le cas par exemple sur Patreon, les plateformes comme Facebook, elles vont inventer, pardon, pas comme Facebook, comme TikTok par contre, elles vont inventer tout un système de monnaie virtuelle et de petits cadeaux virtuels qu'on va acheter avec du vrai argent. Et une fois que ces petits cadeaux sont distribués aux créateurs de contenu, les créateurs de contenu rééchangent ces petits cadeaux contre des diamants virtuels qui sont ensuite rééchangés contre de l'argent. Donc l'idée, c'est vraiment de faire perdre toute vision aux internautes qu'ils utilisent du véritable argent. Il y a un petit côté un peu gaming, un peu ludique, un peu rigolo. On utilise des fausses pièces de monnaie. Donc voilà, il y a tout un côté un peu jeu vidéo qui donne l'impression qu'en fait on ne dépense pas vraiment d'argent, alors qu'en fait on en dépense énormément. Cette année, dans le premier trimestre 2022, sur TikTok, les utilisateurs ont dépensé plus de 840 millions de dollars. Donc sans finalement parler forcément de Web 3.0, on voit déjà que les plateformes Web 2 classiques, elles se sont déjà emparées de ce système-là. Et à côté, on a évidemment les métaverses, les futurs réseaux sociaux, on va dire, du Web 3, qui, eux, ont déjà ce système-là incorporé dans leur corps. Mais
ils n'ont pas encore énormément d'utilisateurs. On peut se rendre compte, par exemple, qu'il y a 2 métaverses, notamment aujourd'hui, qui sont assez cités parce que les marques sont allées dessus. C'est The Sandbox et Decentraland. Ces 2 univers-là, ils ont environ 2 millions d'utilisateurs chacun. Quand on compare à Roblox, par exemple, qui compte, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, excusez-moi, mais je crois que c'est vraiment plus d'une centaine de millions d'utilisateurs, on voit qu'elles en sont encore qu'au début, et tous les gens qui mettent de l'argent dans ces nouvelles plateformes Web3, elles font vraiment un pari en se disant c'est elles le futur et c'est elles qui vont remplacer les anciennes. Mais le rapport de force n'est pas encore vraiment équilibré. Et pourtant, en effet, selon l'étude, encore une fois, que vous publiez avec l'agence Even, moins de 25% des 18-25 ans fréquentent déjà un métavers. Presque 50% envisagent d'y aller assez rapidement. Il y a plusieurs niveaux de métavers. On le voit avec David Julien. Il y a évidemment des univers très semblables à des plateformes de jeux vidéo, Roblox, Fortnite aussi, où énormément de concerts aussi se sont tenus pendant le confinement. Et puis, il y a des métavers en tant que tel, où on a besoin du prisme d'un casque de réalité virtuelle pour pouvoir s'y insérer. Je reviens quand même sur la question des cryptos et des NFT. Est-ce que c'est la nouvelle ruée vers l'or ou pas? Là, pareil, dans cette enquête que vous publiez, Emmanuel, on apprend que 32% des 18-25 ans déclarent posséder déjà des crypto-assets et 8% des Français au total en possèdent aujourd'hui. Ouais, c'est un chiffre de KPMG sur le total des Français et nous on a posé la question uniquement à des 18-25 ans et on arrive à ce score de 32%, ce qui est ahurissant, ahurissant. Et je pense que pour rebondir sur ce que disait David Julien, je pense que il peut y avoir une surestimation du fait de posséder de la crypto, notamment parce qu'il y a ce flou entre crypto-monnaie et monnaie virtuelle. Quand on voit effectivement la fréquence de l'utilisation des monnaies virtuelles sur une plateforme comme TikTok, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, c'est déjà monnaie courante, si vous me permettez le jeu de mots nul. Mais... On vous le permet, on l'aime bien, on va le garder. Tiens. Non, mais et voilà, c'est ça. En tout cas, il y a déjà un usage qui est très présent chez les plus jeunes de ces monnaies virtuelles, de ces crypto-monnaies. L'autre point important sur lequel je voudrais passer une seconde, c'est le fait que ces crypto-monnaies racontent des belles histoires à des jeunes utilisateurs qui sont dans une logique de gagner des sous, de façon de spéculer. Mais des belles histoires trop belles pour être vraies? Alors, oui et non. Le nombre d'enfants ou de très jeunes qui ont parié sur le Bitcoin il y a quelques mois, des années auparavant pour certains, et qui ont réussi à faire fructifier leur capital, c'est pas non plus négligeable. Et ces histoires-là se racontent et se partagent entre les jeunes. Et les NFT, c'est exactement la même chose. Quand vous voyez que vous avez la possibilité d'acheter un NFT, par exemple une figurine virtuelle de l'univers Marvel, par exemple à $90, et puis que vous regardez sur la place de marché qu'elle est revendue à $25,000, vous le voyez. Vous avez 18 ans, vous savez que vous êtes en avance sur certains usages par rapport à vos parents, il y a une opportunité géniale. Donc c'est très attractif pour eux, c'est très 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 attractif. Et ça c'est vraiment une des clés de l'attirance des plus jeunes pour les monnaies virtuelles. Voilà. C'est attractif, mais il faut peut-être aussi avoir un véritable accompagnement, une éducation même à l'investissement, si je vous entends bien, à l'épargne en crypto-monnaie et en crypto-assets. Comment est-ce qu'on peut essayer de guider justement ces ados-là et ces jeunes adultes-là sur les chemins de leur wallet, de leur portefeuille crypto? Je pense il y a un rôle important de tout le monde, des médias, des experts, etc., de raconter aussi des mauvaises histoires. Et David Julien l'évoquait tout à l'heure, les scandales, etc. C'est très important d'avoir un regard pragmatique sur ce qui se passe. Moi, il y a une histoire qui me marque extraordinairement. C'est la personne qui a acheté plusieurs millions de dollars le NFT associé au premier tweet de Jack Dorsey. Il l'a acheté, je ne sais plus combien de dizaines de millions de dollars, 25 millions, je crois. Il le remet en vente. Là, aujourd'hui, il n'y a personne qui veut le racheter plus de, j'ai regardé hier soir, $25,000. Donc, c'est quand même bateau, quoi. Enfin, c'est vrai. Et ça, il faut bien prendre conscience des risques associés à l'investissement sur les NFT et les cryptos de manière générale. Il faut raconter ces histoires-là pour que tout le monde prenne un peu de recul par rapport à ça. Pour autant, ça ne remet pas du tout en question l'intérêt et les potentiels associés à ces technologies-là. C'est juste qu'il faut avoir un regard pragmatique sur comment évoluent ces technos. David Julien, c'est un investissement
à part entière. On joue certes peut-être parfois sur TikTok avec des diamants, mais c'est bien de l'argent réel qui se cache derrière. Du côté des crypto-monnaies, des crypto-assets, là aussi, attention, il faut parfois raison garder, il faut aussi envisager ces aspects de bulle. Je voudrais, comme on a très peu de temps malheureusement, et il faudra que vous reveniez messieurs pour une deuxième émission, parce qu'on a encore tellement de définitions à voir ensemble sur ce futur du numérique, je voudrais qu'on termine quand même avec vous, David Julien, sur cette idée, est-ce qu'avant tout, ce qu'il faut retirer des questions de crypto, des questions de NFT appliquées au Web3, au métavers, c'est la redéfinition même des règles de la propriété. Et finalement, voir que cette génération, elle ne vit pas la propriété comme la vivaient les boomers, même sur le web. Je pense que d'une certaine manière, cette question de propriété virtuelle, elle est très fluide chez la Gen Z. C'est-à-dire que elle va être dirigée par deux motivations principales. La première, c'est effectivement une envie éventuellement de spéculer et de collectionner. Comme disait Emmanuel tout à l'heure, il y a cette idée de dire je possède un objet que j'achète très très tôt, très en avance. Et d'ailleurs, c'est un enjeu pour tous les propriétaires, enfin tous les gens qui sont dans le milieu du NFT, d'être toujours le premier sur la sortie d'un nouveau produit qui va éventuellement monter en valeur. Donc j'achète un produit très tôt et je le garde de côté, je le collectionne et je sais que plus tard je pourrai tripler, quadrupler sa valeur. Mais il y a aussi, à mon sens, un côté fluide dans le sens où on va utiliser aussi les NFT pour se définir, pour définir son identité. On va l'utiliser pour habiller son avatar ou bien même pour faire sa photo de profil sur Twitter. Et en ça, je pense que, étant donné que les formes d'identité, elles changent énormément sur le web, et techniquement, le Web 3, l'idée, c'était de se dire, avec mon NFT et mon avatar, on va dire, formalisé, je peux garder le même avatar d'un univers à un autre. Je peux aller sur TikTok, aller sur Facebook, aller sur n'importe quel métaverse, et j'aurai toujours le même format. Mais en même temps, cet avatar-là, il va changer, il va évoluer, il va acquérir de nouveaux vêtements, et les anciens, eh ben, je vais les rééchanger, je vais les vendre, en fait, un peu comme le marché de la seconde main, avec les vrais vêtements. Donc je pense que, en tout cas, pour ce qui est des NFT, ce côté où on va acheter, vendre, attendre que ça spécule et revendre derrière. De toute façon, ça reste du virtuel. Donc, fondamentalement, la seule chose qui est intéressante derrière, c'est un peu l'argent que ça nous fait gagner derrière, quoi, finalement. Agilité, fluidité, on l'aura bien compris. En résumé, et ça va être compliqué, parce qu'évidemment, on va rouvrir ce brainstorm à voix haute avec vous, messieurs, pour un prochain épisode de l'École du Futur. Mais Emmanuel, s'il fallait retenir une chose de cette étude, qu'est-ce que la Gen Z attend de ces évolutions Web3, NFT, métavers, crypto, DAO ? Alors quand on leur a posé la question de savoir ce qu'ils attendaient le plus, ils nous ont dit qu'ils ont envie de reprendre la main sur leurs données personnelles. Et ça correspond très bien avec la promesse du Web3. On a vu les écueils, on a vu les craintes qu'on peut avoir par rapport à ça. Mais aujourd'hui, de plus en plus de gens, et les jeunes en particulier, ont conscience d'être ce produit et ils veulent s'en échapper. Et je pense que, enfin en tout cas, voilà, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils veulent se réapproprier et pourquoi pas monétiser et être aussi les gagnants du développement du web. On redéfinit les paradigmes, vous le voyez aujourd'hui ensemble dans l'École du Futur. Et 1 et 2 et 3.0, le Web 3, ses promesses, ses attentes, ses espoirs qui seront peut-être ou pas déçus. On le verra dans une prochaine émission. Merci infiniment Emmanuel Berne pour l'agence Even d'avoir fait un tour sur le plateau de l'École du Futur. Merci à mon confrère David Julien Ramil et à la rédaction de l'ADN pour ses analyses plus que pertinentes et son éclairage évidemment sur ses implications tech. Et merci comme toujours à Jeanne. Merci de nous avoir emmenés à Venise l'espace d'un instant. On se retrouve très vite en plateau pour un prochain épisode de l'École du Futur et sur tous les réseaux sociaux. Ok, très Web 2 pour l'instant, mais avec le hashtag l'École du Futur à la fin.